Hello, moi c'est Cécile. En bonne enfant des années 90, je suis en pleine crise existentielle pré-trentaine. Du genre, qu'est-ce que je veux faire quand je serai grande? Est-ce que je suis vraiment bien dans ma vie? Et surtout, c'est quoi le sens de tout ça en fait? Ni vraiment Gen Z, ni complètement millennials. Je fais partie de cette génération un peu paumée, il faut le dire, au futur incertain et aux pensées comparables à un tas de gribouillis. Comme vous, j'ai plein de questions. Et je vous préviens tout de suite, j'ai zéro réponse. Rien, niet, nada. Mais en parler pour se sentir moins seul, ça réchauffe toujours un peu le cœur. Ici, pas de coach de vie, pas de recette miracle. Juste des réflexions en vrac, des interrogations et une porte ouverte pour tenter d'y répondre. Bienvenue dans Flou, un podcast aussi flou que nos avenirs pour les cerveaux un peu embrouillés. Ouah, depuis la fin de mes études en 2020, j'ai l'impression que le temps passe à toute vitesse. Mais genre vraiment à toute vitesse. J'aurai 30 ans l'été prochain et j'ai pas vu passer les 5 dernières années. J'ai la sensation que la pandémie du Covid m'a volé du temps, comme un tunnel dont je suis sortie plus vieille, mais pas franchement plus avancée. Je sais pas vous, mais perso, quand j'étais petite, les vacances d'été, ça me paraissait toujours durer une éternité, à tel point que j'avais hâte de retourner à l'école. Alors qu'aujourd'hui, c'est comme si j'étais tombée dans une faille spatio-temporelle où un an se serait transformé en une semaine. Et pendant que le sablier s'écoule à toute vitesse, je vois une peur grandir chez moi. Celle de ne pas avoir le temps de faire tout ce que je veux faire, de vivre tout ce que j'ai envie de vivre, sans même vraiment savoir exactement ce que j'ai envie de vivre, d'ailleurs. Chaque contretemps me donne l'impression de devoir rattraper le temps perdu. Par exemple, il y a un truc qui me rend vraiment super colère, c'est les gens qui me font perdre mon temps. Tu sais, genre ce pote qui annule en dernière minute ou qui fait le mort sur la conversation de groupe et qui bloque toutes les décisions. Ça m'énerve, mais à un point, comme si j'avais plus assez de temps en stock pour qu'on me le vole et qu'on me le gaspille. Vous vous doutez bien que ce stress constant, ça peut vite devenir invivable au quotidien. Pour moi, mais aussi pour les autres. Du coup, comme dans toute bonne introspection qui se respecte, j'ai commencé à me poser des questions. Et notamment, à me demander si la peur du temps qui passe n'était pas directement liée à la peur de rater sa vie, de passer à côté sans s'en rendre compte, d'avoir été trop passive. Bref, vous avez capté l'idée, je pense. Et pendant que ça cogitait là-haut, je me suis demandé si c'était pas de ça dont j'avais envie de parler avec vous aujourd'hui au micro de Flou. Pourquoi est-ce que j'ai autant cette pression du temps qui passe? D'où vient-elle? Et surtout, est-ce qu'on peut vraiment rater sa vie? Pour commencer ce nouvel épisode, j'avais envie de creuser les racines de cette impression qu'on pouvait rater sa vie entre guillemets. D'où ça vient cette pression? Quelles sont ses origines? Je crois que dès l'enfance, on commence à nous dessiner un modèle de réussite. Les contes de fées, Walt Disney et les teen movies à la Lolita malgré moi. Perso, depuis toute petite, je baigne dans le « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Et encore aujourd'hui, je vais pas vous mentir, ces films, ils ont un petit goût de reviens-y, comme un plaisir coupable qui adoucit les cœurs. Laissez-moi choisir entre un classique de Coppola ou la dernière comédie romantique Netflix, je peux vous dire que c'est pas le film d'auteur qui l'emporte. À ce bonheur sans fin et la parfaite petite famille, se sont ajoutés 3-4 clichés supplémentaires au fur et à mesure que je grandissais. Fais des études, trouve un CDI, mets de l'argent de côté, investis en immobilier, marie-toi, achète un SUV, un Golden Retriever. En gros, tout au long de mon adolescence, on m'a expliqué quels ingrédients mettre dans la recette pour réussir sa vie. Comme si c'était très simple, et qu'en cochant chacune de ces cases, rien ne viendrait jamais perturber mon bonheur. Parce que oui, dans cette formule magique, réussite égale bonheur. J'ai bien essayé de suivre les instructions, comme je l'aurais fait avec une notice Ikea, sauf que là, je suis pile au moment où t'approches du but, mais t'as une seule petite pièce qui te reste dans les mains. Vous savez, la fameuse pièce qui te laisse que 2 choix, tout démonter, mais ça va prendre du temps, ou laisser tel quel, en espérant que ça ne se casse pas la figure dans 6 mois. J'espère que vous avez saisi la métaphore avec la vie, parce que franchement, j'en suis pas peu fière. La vie peut donc être un long fleuve tranquille, à en croire nos adultes de jeunesse. Ce qui est troublant, c'est que ces modèles de réussite, on les intègre souvent sans même s'en rendre compte. Le sociologue Pierre Bourdieu, le même type que celui des cours d'éco au lycée, parle de cette pression sociale intériorisée qu'on appelle habitus. C'est cet ensemble de schémas de pensée, d'habitudes, de comportements qu'on adopte sans même s'en rendre compte. On croit faire des choix libres, mais en réalité, on reproduit ce que notre milieu social, notre éducation ou notre époque attendent de nous. Et parfois, on suit une trajectoire toute tracée, non pas parce qu'on l'a choisie, mais parce qu'elle nous semblait plutôt évidente. Sauf que voilà, ce modèle unique ne fait plus autant l'unanimité qu'avant. Un contre-courant vient mettre des bâtons dans les roues du modèle traditionnel.
Les gens se reconvertissent, prennent des congés sabbatiques pour voyager, deviennent freelance ou digital nomades et font du yoga en respirant la gratitude. On est d'accord que c'est l'inverse complet de ce qu'on nous a expliqué, j'ai pas rêvé. J'ai l'impression que du coup, on se retrouve coincé entre deux modèles. Si tu suis l'un, tu rateras ta vie aux yeux de l'autre. Peu importe ce que tu choisis, tu te planteras forcément quelque part. Et oui, spoiler, on ne peut pas plaire à tout le monde. La peur du temps qui passe me donne l'impression d'être toujours en retard, et ce sentiment-là, il flingue la confiance en soi. Et ça encore, c'est sans compter les réseaux sociaux, hein. J'ouvre Insta, je vois que des filles toujours plus belles, plus sportives, plus inspirantes, qui montent des projets plus fous les uns que les autres. Ça a l'air si simple. Comme si tout était gratuit, qu'elles étaient nées avec la garde-robe parfaite, et que le talent avait prévu de les accompagner dans chaque activité qu'elles allaient entreprendre. Et à côté, moi j'ai l'impression de vivre une demi-vie. Genre, j'ai pas coché assez de cases, je fais pas assez. Ce monde virtuel a une fâcheuse tendance à flouter ma réalité et à entacher ma fierté. Ça me fait un peu penser à un podcast qui m'avait vraiment marqué à l'époque. Il s'appelle Qui est Miss Paddle ? Je vous le recommande vivement si vous ne l'avez pas déjà écouté. Au-delà d'une histoire d'amour toxique, c'est aussi une histoire de comparaison et de déformation de la perception de soi amplifiée par les réseaux sociaux. Dans le podcast, Judith, la journaliste, raconte comment elle a commencé sa fixette sur cette fameuse Miss Paddle en la suivant sur Instagram. Sans se douter qu'en réalité, elle-même était peut-être la Miss Paddle de quelqu'un d'autre. Ça m'a toujours marqué cet effet un peu miroir. D'un côté, je trouve ça rassurant et de l'autre, je m'en veux un peu de participer à ce cercle vicieux. C'est là que je vous fais un petit point psychologie sociale avant que ça devienne trop déprimant. Le psychologue américain Léon Festinger n'a pas attendu l'arrivée des réseaux sociaux. En 1954, il introduit la théorie de la comparaison sociale, selon laquelle les individus ont un besoin fondamental d'évaluer leur opinion et leurs compétences, et que pour ce faire, ils se comparent aux autres. Lorsque l'on se mesure à des personnes perçues comme « meilleures » entre guillemets, on parle de comparaison sociale ascendante. Ce mécanisme peut être source de motivation, mais il engendre aussi beaucoup de frustration, d'anxiété, voire un sentiment d'échec, surtout dans une société hyper connectée où l'exposition aux standards de réussite est permanente. Du coup, en se comparant uniquement à des gens au-dessus de nous, entre guillemets toujours, et jamais à ceux qui galèrent, on entretient un sentiment permanent d'infériorité, même quand on va bien. Et qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là ? Bah rien, c'est tout le problème. Face à cette pression constante, certains finissent par ne plus rien oser. Trop peur de mal faire, trop peur de rater. Alors ils restent là, à attendre que ce soit le bon moment. Il se trouve que ce concept existe également en psychologie. On appelle cela la procrastination existentielle. On repousse les choix importants parce qu'ils nous angoissent trop. On remet à plus tard, non pas une tâche, mais carrément sa vie. C'est un peu le FOMO de la vie, où t'as peur de louper la bonne vie, la meilleure option. Parce que choisir, c'est renoncer. On attend le bon moment pour changer de voie, réaliser ses rêves ou prendre une décision. Sauf que, attention, spoiler numéro 2 de cet épisode, le bon moment n'existe pas. Et en vrai, quand on y pense, c'est quand même étrange. On nous fait miroiter une vie pleine de réussite et de bonheur, mais en coulisses, tout est pensé pour qu'on doute, qu'on se compare ou qu'on s'épuise. Comme cette idée insidieuse qu'il faut tout le temps être productif, que ne rien faire, c'est perdre son temps, et donc par extension, rater sa vie, ou au moins sa journée. Mais est-ce que ralentir, c'est vraiment échouer ? Est-ce que savourer une journée vide, c'est du gâchis ? Certains sont très à l'aise avec le concept, et d'autres, comme moi, pas du tout. J'avoue que quand je passe une journée dans mon lit à regarder Netflix, je culpabilise complètement. Et le lendemain, je me sens obligée d'en faire 2 fois plus que la veille. Le philosophe Byung-Chul Han, encore désolé si j'écorche les noms, a une explication à ce sujet. Il dit, ouvrez les guillemets, la société de la performance, c'est cette époque où on s'auto-exploite sans même s'en rendre compte. On n'a plus besoin de patron pour nous fliquer, on se flagelle nous-mêmes avec nos to-do list et nos rêves d'optimisation permanente. La vie devient un projet à piloter, une start-up à scaler, et vivre devient une ligne de KPI à remplir. Ok, moi je crois que le gars a tapé dans le mille, c'est 100% moi. J'ai une passion pour les to-do list, tous les ans je me prépare des goals intenables pour l'année. Alors oui, quelque part ça m'aide, ça me pousse à faire des trucs cool. Mais parfois, à trop vouloir mettre le petit emoji checklist devant les cases, je profite même plus tellement du moment présent. Ok, maintenant qu'on a décortiqué d'où vient cette pression qu'on se traîne, on peut se poser la vraie question. Réussir sa vie, ça veut dire quoi en fait ? Parce que parfois, même lorsqu'on coche toutes les cases qu'il faut cocher, CDI, appart, couple, vacances en Corse, peu importe, il se peut qu'on se sente toujours vide. C'est le cas de Oussam, avec qui j'ai travaillé pendant quelques années, qui a finalement décidé de tout envoyer valser. Je m'appelle Oussam, j'ai 27 ans, j'habite Annecy et il y a quelques mois, j'ai décidé de quitter un poste très confortable à Genève parce que j'avais vraiment l'impression de rater ma vie. J'ai eu un parcours académique assez classique, j'ai fait une classe prépa scientifique, j'ai fait une école d'ingénieur parisienne et après ça, j'ai eu l'opportunité d'intégrer une société de consulting à Genève et je me suis dédié au secteur de la finance et du trading. Au début, j'ai fait tout ça parce que je pense que je répondais à un besoin, ou en tout cas une envie, qui est une envie de plaire.
à mes parents, parce que je pense que comme beaucoup de parents, on m'a toujours rabâché que faire de bonnes études, ça nous mènerait à avoir un bon poste, et qu'un bon poste, c'était avoir des bonnes conditions de vie, et qu'à travers ça, c'était une garantie pour pouvoir réussir sa vie derrière. Donc au début, c'est l'envie de répondre à ce besoin-là, et ensuite, une fois que j'ai fini mon école d'ingénieur, j'avais vraiment le sentiment de faire face à une pression qui était autre, qui était la pression de la société. Euh, Quand j'ai été diplômé, c'était en 2020, on faisait face au Covid, donc tout le monde avait vraiment peur de plus avoir de travail, de plus pouvoir être rémunéré, parce que on était en incertitude complète. Et à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité du coup d'intégrer cette première société-là à Genève, et opportunité que j'ai saisie directement. Parce que moi aussi, j'avais peur, il y avait une réalité financière qui nous rattrape très souvent, et je me suis dit, ok, je vais faire 1 ou 2 ans dans cette boîte-là, le temps de me faire une santé financière, et après, tout quitter pour aller vers ma passion de toujours, qui est le cinéma. Donc, j'ai intégré cette société-là, et là, c'est une autre pression qui vient. C'est la pression, on va dire, du statut social. On commence à avoir des collègues qui sont un peu plus âgés que nous, qui sont un peu plus avancés dans la vie, qui parlent des investissements qu'ils ont faits, qui parlent des derniers appartements qu'ils ont achetés, de leur dernier voyage. Et en fait, on commence à fréquenter un microcosme qui vit dans une réalité qui est complètement différente de la nôtre, et qui, par ces discussions-là, vient nous mettre une forme de pression, ou en tout cas de besoin qu'on n'avait pas avant. Ce besoin de voyager, ce besoin d'avoir une belle voiture, ce besoin d'avoir un appartement. Et en fait, ce qui va vite m'attirer, en tout cas moi, dans ça, c'est d'avoir un confort que j'avais jamais eu avant. Donc c'est ce que moi j'appelle la pression du statut social, c'est le regard qu'on pose sur vous, que ce soit les amis de la famille, que ce soit vos collègues, que ce soit des personnes extérieures, etc. Mais j'ai eu le déclic après 3 ans, une fois que l'argent n'est plus devenu un sujet et que j'avais le sentiment d'avoir une vie assez confortable, et qu'en fait l'argent est vraiment passé en priorité numéro 4. À ce moment-là, je me suis dit, ok, pourquoi je reste encore ici? Qu'est-ce qui me fait tenir ici? Et je me suis rendu compte que je restais ici plus par rapport à ce que ça pouvait me procurer. J'étais plus retenu par un confort de vie que motivé par ce que ça m'apportait réellement, humainement et intellectuellement. Et je me suis toujours dit, si on prend pas de plaisir sincère dans ce qu'on fait, bah c'est que ça en vaut pas la peine. Du coup, je me suis dit, ok, je vais prendre une décision, je vais me donner 18 mois pour pouvoir quitter ce poste-là et essayer de trouver un moyen de vivre de ce que j'ai toujours voulu faire, le cinéma. Et c'est là que je pense que j'ai fait face à la partie la plus difficile de tout mon parcours professionnel. C'est le regard des autres, et c'est surtout le fait que les autres projettent toujours leurs besoins sur vous. Et personne comprenait pourquoi je faisais ça. Parce que pour les autres, j'avais vraiment l'impression que je réussissais ma vie. J'avais un bon statut, j'avais un bon cadre, j'étais apprécié dans la boîte, tout se passait bien. Il n'y avait aucune raison apparente pour eux de quitter ce que je faisais. Et c'est là en fait qu'on a l'impression d'être un pitre, d'être un clown. Et d'ailleurs, Cécile, tu me l'as dit toi-même quand on en a parlé et que tu m'as parlé de ce podcast, tu m'as dit explique pourquoi t'as quitté ton poste de commercial pour aller vers une vie de troubadour en gros. Et c'est exactement ce ressenti-là que j'ai eu. Je passais vraiment pour le troubadour. Quand je parlais aux gens, j'avais vraiment le sentiment que je faisais n'importe quoi. Et pour le peu de personnes qui me soutenaient, je me suis toujours dit, ok, ils me soutiennent, mais je sais qu'au fond, bon, c'est juste un délire de 1 ou 2 ans pour eux, et qu'après je vais revenir entre guillemets à la réalité. Et donc c'est ça, la partie la plus difficile, et c'est ça, je pense, qui bloque beaucoup de personnes à changer de vie, à quitter leur vie. C'est peut-être la pression du regard des autres, la pression sociale, la pression financière. Et en fait, je me dis, si on tient dans un endroit, qu'on y reste parce qu'il y a une pression forte qui nous tient, c'est pas la meilleure façon de vivre sa vie. Donc j'ai vraiment le sentiment de venir tous les jours au travail, de plus apprendre grand chose, de plus grandir. Et je me suis dit, ok, c'est un signe pour moi que je dois tout quitter, sinon je vais vraiment passer à côté de ma vie. Et du coup, une fois que j'ai quitté mon travail, après beaucoup de discussions, beaucoup de réflexions, beaucoup d'introspection, ça fait maintenant 5 mois que j'ai quitté cet emploi, que j'ai lancé ma société de production audiovisuelle à Genève, et que j'ai vraiment le sentiment d'être beaucoup plus aligné avec moi-même. Et l'indicateur que je regarde entre guillemets aujourd'hui, intérieur en tout cas, pour me dire que je suis en train de réussir ma vie, ou en tout cas que je passe beaucoup moins à côté d'elle, c'est juste le plaisir et la fierté de ce que je fais. Je me rends compte que je parle tous les jours de ce que je fais à mes proches, à mes amis, que je crois beaucoup plus en ce que je fais quand je le vends à des clients, quand j'en parle, parce que ça résonne beaucoup plus avec moi et que c'est réellement un travail qui a du sens. Et ne pas avoir de sens dans ce qu'on fait, c'est ce qui fait qu'à la fin de ce parcours-là, on se dit, ok, je vais peut-être rester pour les mauvaises raisons et j'ai peut-être raté ma vie. Ou en tout cas, j'ai pas envie de refaire ce que j'ai fait jusque-là si je devais le refaire encore une fois. Et je me dis que ces 5 mois passés depuis que j'ai quitté ma boîte, bah, je les referai autant de fois qu'il faut, parce que j'ai vraiment pris un grand plaisir, j'ai fait des rencontres incroyables,
et que je me dis ok, là je crois que je suis en train d'aller vers une direction qui m'empêche de rater ma vie. Et ce que je veux dire à tous ceux qui nous écoutent, c'est vraiment de se remettre en question par rapport aux raisons qui font qu'ils restent là où ils sont, que ce soit d'un point de vue professionnel ou pas, pour se demander réellement s'ils sont plus retenus en otage par des contraintes, ou est-ce qu'ils sont réellement là parce qu'ils le veulent encore et qu'ils prennent réellement plaisir dans la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. Je trouvais le témoignage de Oussam intéressant parce qu'il prouve qu'il est possible de faire évoluer sa vie dans le bon sens malgré des pressions extérieures plus ou moins fortes. Mais pour autant, il reste réaliste. Oui, c'est possible, mais ça se prépare et surtout ça prend du temps. C'est le fameux ne pas confondre vitesse et précipitation. Et je crois que si on demande aux gens autour de soi c'est quoi réussir sa vie, on aura toujours 1000 réponses différentes. J'ai demandé à plusieurs copains ce qu'ils en pensaient. Victor a 31 ans. Il vit en Australie et travaille depuis 2 ans dans des mines de fer au fin fond du désert. À l'heure actuelle, je pense qu'il y a 2 grandes phases super importantes. Ça serait l'accomplissement, premièrement, et puis la transmission ensuite. Par accomplissement, j'entends que le but serait de se libérer d'un maximum de contraintes, de gagner le plus de liberté possible et de temps libre. Et je pense que cela, ça va passer par atteindre une forme de maturité financière, mentale, philosophique, physique. En un mot, réussir à se trouver en fait, se trouver pleinement. Et ensuite, la phase de transmission, pardon, ça serait transmettre ce que j'ai appris, transmettre ce que j'ai vécu. Donc en fait, j'espère avoir la chance de fonder une famille et de fonder une famille dans un cadre que je trouve cohérent, un endroit où je veux vivre, un lieu qui me ressemble, de par sa localisation, son esthétique, et où je me sentirais épanoui pour bâtir une vie en phase avec qui je suis et ce que je veux laisser derrière moi. Et si j'arrive à faire ça, je pense que je pourrais dire que j'ai réussi ma vie. Daphné, quant à elle, s'est installée à Amsterdam il y a 3 ans pour travailler dans le secteur de la finance. Aujourd'hui, toujours à Amsterdam, elle s'interroge sur la suite. Avant, pour moi, réussir sa vie, c'était très clair. C'était avoir un master, bosser dans les plus grandes boîtes, gagner beaucoup d'argent, cocher toutes les cases que la société, ma famille ou même mon propre ego attendait. J'ai coché toutes ces cases. Donc, j'ai eu les diplômes, les postes dans des entreprises prestigieuses, le confort financier. Mais à 29 ans, en fait, je ne ressens pas du tout que j'ai réussi ma vie. Cette année, j'ai fait un burn-out. J'ai compris que j'avais construit ma vie pour les autres, pour prouver que j'étais capable, que j'étais forte. Mais au fond, en fait, je m'étais jamais vraiment demandé ce que moi, je voulais. Et aujourd'hui, vu que j'ai plus rien à prouver, je me sens complètement paumée. Je me cherche encore. Et j'ai récemment accepté le fait que c'était OK. On nous met tellement la pression pour réussir que j'ai associé dans ma tête la réussite égale bonheur. Mais je découvre en fait que c'est pas du tout ce qui me rend heureuse. Je suis pas du tout épanouie en tant que salariée. Alors je prends aujourd'hui le temps d'explorer. Je reviens à des envies que j'avais mises de côté comme entreprendre, créer quelque chose à mon image. Réussir sa vie pour moi maintenant, c'est plus une question de paix intérieure que de performance. C'est apprendre à s'écouter, à prendre soin de sa santé mentale et physique et être présente pour les autres. Vivre également selon ses propres valeurs, même si ça prend du temps, même si ça veut dire tout recommencer. En fait, pour moi, réussir, c'est pas un point d'arrivée, c'est un chemin et je suis clairement en plein dedans. Vendéen expatrié à Paris, Nicolas évolue de son côté au sein d'une entreprise de consulting. Réussir sa vie, dans un premier temps, je pense qu'il y a le côté un peu classique de la réussite professionnelle, une carrière professionnelle. J'ai reçu ça de l'éducation de mes parents, donc forcément ça compte et ça joue pour moi. Il y a un côté aussi, je pense, où j'ai aussi envie de répliquer le schéma dans lequel j'ai grandi, donc fonder une famille, avoir des enfants. Un autre point qui me motive et me drive au quotidien, je pense que c'est l'aspect sportif, en me fixant des objectifs à court, à moyen ou à long terme qui me permettent d'aller chercher mes limites, voire même parfois de les dépasser. Alors c'est pas pour autant que j'aurais réussi ma vie, mais en tout cas ça me drive et ça me motive au quotidien et ça me rend heureux. Et puis le dernier point, je pense que quand il s'agira de faire le bilan à la fin, je pourrais considérer que j'ai réussi ma vie si j'ai laissé une empreinte positive auprès de mes proches, auprès de ma famille, auprès de mes amis. Si je peux laisser un souvenir de positif, que ce soit en faisant des vannes, en étant un soutien pour certaines personnes, en étant peu importe la manière, tant que je laisse une trace positive,
auprès de mes proches, je pense que je pourrais considérer que c'est un petit peu une réussite. Alors Valentine, elle, a testé différentes orientations professionnelles, médicales, commerce, RH. Elle a eu le courage de reprendre ses études plusieurs fois. Pour moi, réussir sa vie, c'est quand j'aurai atteint un état de complète sérénité. Pour moi, réussir sa vie, c'est quand on a trouvé le bon équilibre sur plein de plans. Aussi bien avec les relations qu'on entretient, que ça soit sur le plan, amical, professionnel, familial. Enfin voilà, pour moi, réussir sa vie, c'est quand tout ça, c'est bien aligné. Bien évidemment, il y a des hauts, il y a des bas. C'est la vie, c'est normal. Hem, ouais, pour moi, c'est quand tout ça, ça sera véritablement bien aligné et que, je serai contente de me lever le matin et de me dire: «Waouh, putain, j'ai de la chance d'être bien entourée, j'ai de la chance de faire un taf qui me fait kiffer», et de pas voir les années passer. Je pense que pour moi, j'aurais réussi ma vie quand vraiment je me dirais ça et ouais, vraiment cet état, de sérénité. Lorsque j'ai rencontré JC, il venait tout juste de s'installer dans la région de Genève pour débuter un travail dans une entreprise d'informatique. Je pense que tout d'abord, ça dépend aussi de quel moment dans ta vie, à quel moment de ta vie tu te poses cette question. Voilà. Quand tu es jeune ou quand tu es adolescent ou étudiant, donc tu pas la même notion du bonheur, tu vas plus te focaliser sur l'instant présent et autres et après tu rentres sur la vie adulte où tu fonctionnes plus en termes de perspective et autres. Tu commences un peu à angoisser, à partir de 20 ans, de 25 ans. Est-ce que je vais réussir ma vie? Est-ce que je vais trouver l'amour? Est-ce que je vais garder mes copains? Voilà, donc en fait, je pense qu'il y a plusieurs piliers sur lesquels il faut s'appuyer pour pouvoir, estimer, être heureux ou pas. Et ça commence déjà par le fait de déterminer quelles sont les choses, qui vont définir l'équilibre sur lequel je me base, hein. C'est-à-dire que pour moi, je pense que sur ma tranche d'âge, voilà, donc 25-26 ans, c'est plus une question d'équilibre entre, loisirs, réussite, d'un point de vue professionnel et tout ce qui est aussi, plaisir de découvrir, que ce soit découvrir de nouveaux pays, découvrir de nouveaux sports, découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, qu'elles soient amicales ou un peu plus intimes. Voilà. Je pense que c'est une question d'équilibre et que c'est quelque chose qui doit être, réévalué, heu, sur différentes périodes de la vie, quoi. Chacun a sa propre définition. Pour certains, c'est être heureux. Pour d'autres, c'est transmettre quelque chose, vivre de leur passion ou rouler en Tesla. Peu importe tant que ça leur convient. Trop souvent, on cherche à réussir mais pas pour soi. On essaye de cocher les cases visibles, celles qui font bien sur Instagram ou dans les repas de famille. Sauf qu'il y a une grosse différence entre la réussite externe, celle qu'on montre, et la réussite interne, celle qu'on ressent réellement. Parfois, je me demande si réussir sa vie, au final, c'est pas juste se sentir aligné, faire des choix qui font sens et surtout vivre selon ses propres valeurs. Est-ce qu'on peut vraiment rater sa vie et passer à côté si on respecte ça? Puis ça se trouve, en vrai, on est juste en train d'angoisser pour quelque chose qui n'existe même pas. Un mythe moderne qu'on agite juste pour se donner des objectifs. Parce qu'en vrai, qui serait juge? Qui oserait venir me voir demain pour me dire « Oh là là, vraiment Cécile, t'abuses, t'as raté ta vie ». Les amateurs de football et autres sports le savent, rien n'est joué tant que c'est pas fini. Et le seul moment où on pourrait venir évaluer ma vie, je serais plus vraiment là pour l'entendre. Ce qui signifie que d'ici là, nous sommes nos propres examinateurs. Et puis rater quelque chose, c'est souvent le point de départ pour se réinventer, tester un truc nouveau, rebondir face à l'échec. Pendant des années, il y a eu cette obsession autour de tous ces mecs-là qui faisaient des TED Talks et autres Steve Jobs dans leur garage. En mode « Ouais, moi je me suis fait tout seul parce que tout est possible quand tu t'en donnes les moyens ». C'était hyper culpabilisant parce que si tu te ratais, ça voulait dire que c'était complètement de ta faute. Je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut être dans l'action, aller chercher ce qu'on veut et provoquer son destin. Il arrive jamais rien de cool à attendre sur le bord de la route que sa vie défile. Mais bon, c'est à modérer. On part pas tous avec le même bagage, ni les mêmes chances. Et enfin, ces derniers temps, on a vu un mouvement cool apparaître, qui célèbre davantage les échecs. Bah ouais, aujourd'hui, t'es plus un loser si tu te loupes, parce que ça veut dire comment t'as essayé. Et merci. C'est ce dont tout le monde avait besoin pour se lancer, je crois bien. Bon, par contre, ceux qui en font des posts LinkedIn, là, pour nous expliquer qu'ils n'ont pas réussi à convertir un prospect et que cet échec a changé la face de leur entreprise, s'il vous plaît, arrêtez. Ce qui est marrant, c'est que d'un côté, on veut tous trouver notre vocation, ce métier passion qui nous révélera et nous donnera envie de nous lever chaque matin du bon pied. Celui où tant qu'on l'a pas trouvé, on a l'impression d'être à côté de notre vie. On fait des bilans de compétences à tout va pour trouver le métier de nos rêves, alors qu'en face, on a une infinité de possibilités qui s'offrent à nous. Aucune génération n'a eu autant le choix. En une vie ou en une semaine, tu peux être prof de surf, digital nomade, responsable achat chez L'Oréal.
peu importe. Dans son livre The Paradox of Choice, Barry Schwartz explique que ce trop-plein d'options génère une angoisse de mal choisir et que plus on a de choix, plus on est stressé et moins on est satisfait même après avoir choisi. Je crois que c'est un peu le même concept avec Tinder. Plus on a d'options, moins finalement on a envie de se focus sur un seul match. Mais on oublie un truc super important et moi ça me fait vraiment du bien de me le rappeler. La plupart des choix sont réversibles. Je répète, la plupart des choix sont réversibles. On peut rechoisir, rebifurquer, recommencer. Moi, par exemple, quand j'ai déménagé à Annecy, je connaissais pas grand monde dans la région. J'avais même quasiment jamais été dans cette ville. Mais il fallait que je tente l'expérience. Et au pire, quoi? Je peux toujours bouger de nouveau, rentrer de là où je viens, recommencer ailleurs. Y a rien qui est gravé dans le marbre et il se trouve qu'en plus, c'était une des meilleures décisions de ma vie. Comme quoi, ça vaut le coup de tenter parfois. Ce qui nous met dans le rouge, c'est cette obsession de dualité. Réussir ou rater, noir ou blanc, tout ou rien. Alors qu'en vrai, la vie, c'est une immense zone floue. C'est pas parce que t'as pas tout ce que tu voulais que t'as raté. C'est pas parce que t'es pas malheureux que t'es pleinement heureux. Je crois qu'un jour ou l'autre, on se la pose tous cette question. Est-ce que je suis en train de rater ma vie? Et rien que le fait de se poser cette question, c'est déjà une preuve de lucidité. Un signal qu'on est prêt à s'ajuster, à se réaligner, à faire mieux ou différemment. Peut-être que la seule vraie manière de ne pas rater sa vie, c'est de rester en mouvement. Prendre des décisions alignées avec ce qu'on ressent, être honnête avec soi-même, même si parfois ça veut dire qu'il faut tout changer. Ou au contraire de rien faire du tout. Pour ce podcast, j'avais choisi le nom flou un peu à l'arrache, honnêtement, parce que je trouvais le concept un peu flou et que je savais pas trop où je voulais aller avec. Comme mon futur ou les thèmes que j'allais aborder. Et en fait, je crois qu'il a jamais été aussi juste, ce titre. Parce que le flou, c'est pas un bug, c'est juste un espace où tout est encore possible, où on n'a pas besoin de cocher des cases. Je vous avais prévenu que dans ce podcast, j'apporterai pas de réponse miracle. Mais j'espère que mes réflexions vous auront fait un peu sourire, que vous vous sentirez peut-être moins seul, et qu'elles vous feront voir les choses sous un nouvel angle. Puis finalement, là, maintenant qu'on a terminé cet épisode, je me demande si la vraie question à se poser aujourd'hui, c'est pas « est-ce que je suis en train de rater ma vie ?», mais plutôt « est-ce que je suis bien en train de vivre là, maintenant, pleinement ?» Je vous laisse méditer là-dessus. C'était Cécile pour un nouvel épisode de Flou. N'hésitez pas à me partager ce que vous en avez pensé depuis le compte Instagram flou-podcast. Et si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner ou laisser des petites étoiles sur Spotify. Ça fait toujours plaisir. On se dit à très vite pour une nouvelle discussion. Free audio post-production by alphonic.com. Free audio post-production by alphonic.com.